Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Stéphanie Tchegiri et Paola Angelini, avec qui nous allons parler de cuisine et alimentation féministe. Mais avant de leur laisser la parole, j'aimerais faire un fémage tout particulier à Clémence Moulet-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mes invités du jour. Du coup, je vous laisse toutes les deux vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Alors moi je suis, Paola, j'anime des ateliers de cuisine, pour, faciliter la cuisine des fruits et légumes de saison, au quotidien. Je travaille avec, différents publics dans différents contextes, pour proposer des ateliers, variés. Mais l'objectif, c'est que ce soit à chaque fois, convivial, pratique et ludique. Voilà, et je fais ça depuis, bientôt 3 ans. Avant j'ai été, consultante. Voilà, bah, je vais m'arrêter là peut-être pour que ce soit, assez synthétique et laisser la parole à Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Estelle pour l'invitation, lors de ce podcast. Donc moi, je suis Stéphanie, j'ai 35 ans, je suis naturopathe. La naturopathie très rapidement, j'en fais une définition rapide, mais c'est une médecine traditionnelle occidentale comme l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise, où on va travailler sur le corps dans sa globalité, uniquement avec des outils naturels et l'alimentation fait partie des grands socles de la naturopathie. Je suis spécialisée en santé féminine, c'est-à-dire sur toutes les thématiques autour des cycles, de la ménopause, de pathologies comme l'endométriose ou le SOPK, la fertilité, la PMA, et cetera, sous le nom de Équilibre au féminin. Donc je fais des consultations en visio et en cabinet à Paris où je propose aussi des massages comido visage, bien-être. Et en parallèle des consultations, j'organise des ateliers, notamment avec Paola, sur l'alimentation et les cycles, soit grand public, soit en entreprise sur différentes thématiques. Et je suis maman d'une petite fille de 1 an et demi. De belles présentations et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi la cuisine et l'alimentation sont féministes? Moi, je dirais tout simplement déjà qu'en fait, c'est féministe parce que, manger, et cuisiner, c'est associé à des modèles et à des rôles et on le sait que, dans notre société aujourd'hui, les modèles et les rôles, c'est, genré. C'est une réalité. Donc finalement, penser, la cuisine et l'alimentation, c'est forcément penser à, comment aujourd'hui c'est genré et donc c'est forcément féministe. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, dans toute notre histoire, manger, c'est, quelque chose qu'on fait différemment en fonction de si on est un homme ou une femme et on le fait différemment pas seulement parce que, on est différents, mais surtout parce qu'on nous a assigné justement des rôles différents et on nous a dit comment il fallait faire pour manger. Par exemple, je vais donner juste un exemple, bah, finalement, se goinfrer, c'est pas quelque chose de très féminin. En tout cas, voilà, manger beaucoup, manger avec gourmandise, c'est pas quelque chose qu'on autorise aux femmes. C'est plutôt quelque chose qu'on va valoriser chez l'homme, voilà, parce que c'est un bon mangeur. En revanche, la femme, on lui assigne le rôle de celle qui va picorer, qui va faire attention, qui va se priver, etc. Et donc tout ça, alors, il y a plein d'autres exemples, mais en fait, rien que ça, penser à tout ça, c'est faire de l'alimentation et de la cuisine un sujet féministe. Très intéressant. Moi, je veux juste ajouter un truc, c'est que, les produits électroménagers, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos cuisines, ça a été développé pour, dégager du temps aux femmes qui se sont mises à travailler et qui se sont donc mises à faire
plus de choses que prévu parce qu'en fait, elles ont gardé la gestion du foyer. Et c'est un peu la même chose pour tout ce qui est, industrie agroalimentaire, les plats préparés, faits pour faciliter la vie des femmes qui, en fait, n'ont jamais pu, donner le relais de cette charge, aux hommes, en général. Et du coup, on s'est retrouvés à acheter ces plats qui sont pas forcément les plus sains et les plus équilibrés, par gain de temps. Et aujourd'hui, faire le choix de cuisiner, de manger, plus vrai, pour moi, c'est un choix féministe et c'est un choix politique et donc féministe, parce que c'est pas toujours possible de l'avoir. Parfois, on trouve pas le temps, il y a un sujet de moyens aussi, pas mal de croyances sur le fait que ça coûterait plus cher aussi de faire maison, mais il y a un vrai sujet de temps, notamment pour les femmes, seules. Et il y a aussi tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens et au fait que dans ces plats préparés, il y a souvent, un impact, avec des additifs et un impact sur le système hormonal qui impacte évidemment aussi les hommes, mais quand même beaucoup, les femmes. Et voilà, c'est ce lien aussi que je fais avec l'alimentation et le féminisme et le fait qu'on se dit, «OK, on a envie de pouvoir tout faire, d'être une femme, entrepreneur, de travailler, mais en fait, on nous a pas vraiment supprimé cette charge à la maison» ou bien, avec des solutions qui sont parfois pas, de qualité, notamment avec des plats, préparés ou des trucs rapides, de le fast-food et cetera, qui sont pas forcément des bonnes solutions non plus, pour notre santé. Mmh. Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites et ça me fait penser comme question, comment on explique justement dans l'imaginaire collectif que c'est la femme généralement qui cuisine? Comme, vous avez pu, nous le dire avec, la femme elle incombe beaucoup plus la charge mentale que les hommes en majorité et pourtant la majorité, des chefs cuisiniers ce sont des hommes. Donc comment ça se fait qu'il y ait un tel parallèle? Parce que si on devait suivre la logique, ce devrait être les femmes, on va dire, qui soient chefs cuisinières, connues ou pas connues. Bah, moi, je dirais que c'est un peu, finalement, ce qu'on a dans l'imaginaire, c'est quand même issu de la réalité puisque malheureusement aujourd'hui, comme tu le dis, c'est comme ça que finalement l'organisation se fait entre, la cuisine du quotidien, et la cuisine, plus, de l'exceptionnel que représentent, les restaurants et notamment les grands restaurants. Dans l'histoire et encore aujourd'hui, ben, la cuisine du quotidien, c'est la cuisine des femmes parce que c'est la cuisine qui est invisible, c'est la cuisine qui est là, pour être utile, pour nourrir, mais aussi pour s'occuper du foyer. Donc finalement tout ça, ce sont toutes les tâches, qui restent, aujourd'hui assignées, au rôle féminin et puis, de l'autre côté, on a, la cuisine des hommes, c'est-à-dire celle qui est visible, celle qui a des paillettes, qui va nous faire plaisir, qui est finalement moins là pour nourrir, mais pour se faire plaisir. Et ça, aujourd'hui, ça reste toujours en fait des rôles qui sont assignés plus aux hommes. Moi, quand je discute avec les différentes personnes que j'accompagne, souvent en fait, ben, les hommes qui me disent oui, bah moi j'aime bien cuisiner, mais quand je cuisine, je fais des grandes recettes, j'y passe 2 heures, 3 heures, et du coup c'est seulement quand on reçoit. C'est vraiment typique en fait, c'est que les hommes s'extraient souvent de cette cuisine qui est du quotidien parce qu'elle semble moins attractive, moins, bah voilà, oui, moins attractive et finalement, on la laisse aux femmes, souvent en disant: «Mais elle sait mieux faire que moi», comme si finalement on pouvait pas, aussi, trouver, du plaisir dans, le fait de nourrir correctement, au quotidien. Et juste pour terminer sur cette question des femmes dans la restauration et notamment dans la grande restauration, aujourd'hui, ça reste aussi une réalité où il y a très peu de femmes, qui sont chefs, étoilés ou qui en tout cas sont reconnues, par le mi dans le milieu et je voudrais d'ailleurs citer Esther El Payani, qui est une journaliste et critique culinaire qui parle beaucoup de ce sujet. Donc, on peut-être à la fin, on y reviendra sur les ressources pour les personnes qui nous écoutent. Mais c'est une personne voilà, qui est très intéressante et qui parle beaucoup de ce sujet de la femme, des femmes dans la restauration. Et toi Stéphanie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est beaucoup sur, les hommes sont sur la partie visible et en effet, les plats du dimanche
Et en fait, il y a un autre truc, c'est le barbecue évidemment. Là, ils sont très visibles, mais en revanche, quand c'est le quotidien, c'est moins c'est en fait, c'est un peu lié à beaucoup de tâches, l'assignation des tâches, c'est souvent ce qui est plus visible, ce qui est plus extérieur, va être, lié aux hommes et ce qui est plus, dans le foyer et moins valorisé, sera plus assigné aux femmes, en effet et donc dans le milieu pro, on le voit aussi comme ça. Et d'ailleurs, ce que vous me dites, ça me fait penser comme question, comment on fait pour retrouver, du plaisir, dans la cuisine et comment faire aussi pour que les hommes, puissent aussi prendre en main, le sujet de la cuisine au quotidien? Vaste question auxquelles les hommes devraient répondre. Exactement, donc si je comprends bien, il y a 2 questions finalement dans ce que tu dis. Il y a, comment on trouve du plaisir dans la cuisine du quotidien et puis comment on embarque les hommes. Sur, les 2 questions, moi en tout cas, c'est des questions que je me pose, dans ma pratique au quotidien. Comment on trouve, du plaisir? Pour moi, c'est déjà en se réappropriant, la cuisine, en se réappropriant la notion aussi et ça rebondit un peu sur ce que tu disais au début, Stéphanie, la notion de, se nourrir et se nourrir correctement. Aussi se faire, du bien quand même, voilà, avoir conscience que, ce qu'on mange, ça a un impact sur son alimentation. Donc retrouver le sens de qu'est-ce que ça veut dire se nourrir, et de manière très simple, au quotidien, voilà. Savoir qu'on va se faire du bien et prendre soin de sa santé, je trouve que c'est déjà un moyen de se dire, on peut se faire plaisir, en cuisinant. Enfin, moi, c'est une de mes réponses et ensuite, se faire plaisir, c'est aussi, expérimenter. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je fais des ateliers de cuisine, parce que je pense que quand, on expérimente, on découvre, on goûte, on fait par soi-même, finalement, c'est comme ça qu'on trouve du plaisir parce qu'on est content d'avoir fait soi-même aussi, quelque chose et au fur et à mesure, en fait, ce sont des habitudes aussi, qui se mettent en place. Sur la deuxième question, comment on embarque les hommes? Avec Stéphanie, ça a fait l'objet de pas mal de discussions entre nous parce que c'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur. Hem, j'ai pas vraiment, la réponse parce que comme je disais, moi, quand je parle avec des hommes, souvent je sens qu'ils sont très partants sur le principe, mais tout de suite quand ça devient concret, ils sont un peu moins partants. Il y a quand même toujours un peu ce blocage de finalement, «Oh là là, je sais pas trop si je vais m'y mettre». Je laisse ça à ma compagne, qui le fait très bien. Donc je dirais, peut-être pour embarquer les hommes, déjà, que les femmes soient convaincues et qu'elles essayent de les embarquer et puis après aussi la question de la valorisation parce que finalement, ça marche dans les 2 sens et je pense qu'il y a peut-être aussi, une manière en fait de ne pas déléguer aux hommes parce que, on se dit que finalement ils savent pas faire ou que c'est pas pour eux et eux-mêmes peuvent, aussi être un peu se sentir finalement pas en confiance. Donc il y a peut-être aussi cette question-là de les valoriser dans, qu'on quand, en leur disant que la cuisine du quotidien, ça peut aussi finalement être quelque chose qu'ils savent gérer quoi. C'est pas que pour les femmes, les côtés, très pratiques quoi. Ouais, ouais, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors moi, au-delà d'embarquer les hommes parce que, enfin, je trouve c'est un peu à eux aussi de se dire que ça fait partie des choses à faire pour se nourrir au quotidien et donc ça m'embête d'avoir à les motiver, même si je suis hyper d'accord sur le fait de, voilà, pas qu'on dit parfois, voilà, pas être trop derrière eux, pas leur dire que c'est pas bien, pas leur dire qu'ils laissent la cuisine sale, mais en fait, bon, je pense qu'ils sont capables de se responsabiliser. Mais il y a aussi le fait d'embarquer les enfants, garçons, dès petits, de voir, des hommes dans leur entourage, cuisiner, de les mettre en cuisine aussi. C'est pas toujours, les filles qui font les recettes avec les grands-mères, de crêpes et de
gâteaux et cetera, mais voilà, embarquer les garçons aussi, je viens de récupérer une tour Montessori. Bon, moi, j'ai une fille, mais je vais faire une espèce de tour pour, justement, permettre aux enfants de cuisiner sur le plan de travail en sécurité, les petits enfants, et je trouve ça génial, et de juste, faire avec eux, et qu'ils voient autour d'eux des hommes qui cuisinent. Il y a maintenant quand même, des hommes qui le font, et plus ils le verront dans ce qu'il y aura dans leur entourage, plus ils s'y mettront, et naturellement après, avec les âges, adolescence, puis plus tard, ça sera ancré en eux bien plus que peut-être nous, et d'ailleurs moi c'est même mon cas. Je veux dire, j'ai pas cuisiné avant 25 ans, hein, donc c'était pas un truc, dans lequel j'ai grandi, pas du tout comme, Paola par exemple. Mais à un moment, j'ai voulu prendre soin de moi, et c'est vrai que c'est souvent par là que ça commence, c'est peut-être une clé pour les hommes qui arrivent à des moments de vie où ils ont envie de prendre soin d'eux, qui se rendent compte que, manger des plats, préparés hyper rapides, ben, ça suit plus, sur leur, santé, et c'est peut-être là qu'il y a des prises de conscience. Et après, sur le passage à l'action et le fait de prendre plaisir à manger, c'est beaucoup pour ça qu'on s'est associés avec Paola, parce que moi, dans mes consultations, je suis beaucoup dans la théorie, et je propose plein de conseils. Alors, j'essaye de me mettre d'accord avec les clientes pour pas proposer des choses qu'elles peuvent pas mettre en place dans leur quotidien. Mais parfois, quand on a que de la théorie, on se dit ah, je vais le faire, mais les jours passent, les semaines passent, puis on a du mal à se lancer. Et je crois vraiment que les ateliers, le fait de lever des blocages et des freins en commençant à faire ensemble des recettes, et ben ça va faire que derrière, on va rentrer chez soi et être plus capable de les reproduire que juste de regarder passivement des choses, des vidéos, des gens qui font, et de se mettre à l'action. Et vraiment, dans tous les ateliers, cuisine ou autres, où on commence à créer, que ce soit faire des produits ménagers ou cosmétiques ou cuisiner, ben c'est vraiment là qu'on passe le pas après de faire à la maison. Et du coup, voilà, c'est pour ça que nous, on fait nos ateliers où il y a une partie théorique, puis ensuite on cuisine ensemble, et après, ben, souvent on a des retours hyper positifs de: «Oh là là, j'aurais pas pensé tester ça, faire ça, j'aurais imaginé que c'est compliqué, je connais pas ces légumes». Donc ça, c'est beaucoup le travail de Paola sur remettre, de la valeur sur des légumes qu'on n'utilise pas trop au quotidien, et ça marche vraiment, donc faut passer à l'action, tenter le coup de faire des ateliers comme ça, collectifs, qui vont nous motiver après, heu, à le mettre en place chez nous. Mais je rebondis juste sur ce que tu disais, sur la prise de conscience, plutôt côté santé pour les hommes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des hommes dans mes ateliers ou dans mes accompagnements, souvent, effectivement, c'est parce qu'ils ont eu un peu un cheminement autour je mange pas assez bien, je me rends compte que ce serait quand même mieux pour moi de plus cuisiner, de diversifier. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu je pense que ça peut faire partie du déclic, effectivement, pour les hommes. Oui, de toute façon, ce que j'entends, c'est important, on va dire, d'avoir un sentiment, d'accomplissement qu'on peut avoir grâce à la cuisine, parce que du coup, avec la recette qui est faite, bah, par, d'ingrédients, et tu fais une petite merveille, donc tu es super contente par rapport à ça. Et ça me fait aussi penser, parce que tu parlais, de cheminement, et du coup, de ce que j'ai entendu par rapport à ce que vous m'avez dit, toi, du coup, Stéphanie, tu as commencé à cuisiner assez, enfin, sur tes 25 ans. Toi, Paola, tu as toujours été, dans la cuisine, vous avez posé des questions sur les hommes, comment les intégrer, mais du coup, vous, quel a été votre cheminement, pour travailler ensemble? Comment allier naturopathie et bah, cuisine en atelier, saine et durable? Et aussi, bah, c'est quoi exactement pour vous une cuisine saine et durable? Pendant qu'on y est, profitons-en pour définir tout ça. Allez, je commence. Il y a pas mal de questions, mais moi, mon cheminement, personnel, donc je suis franco-libanaise, donc j'ai une mère, libanaise qui a beaucoup, qui cuisine beaucoup et très bien, et j'ai pas beaucoup, pris ma place en cuisine pour cuisiner avec elle, pour diverses raisons. Et donc je mangeais très bien, mais après, une fois que j'ai habité seule, j'étais pas foutue de faire des pâtes, quoi. C'était assez, enfin, je faisais vraiment le minimum, et même le minimum, c'était pas top. Et je crois que c'est vers mes 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser à mon corps, je me suis mise au sport, j'ai voulu un peu mieux manger, et après le lien est venu vers, l'environnement, les inquiétudes sur le réchauffement climatique, et petit à petit, j'ai mis des choses en place, grâce
quelqu'un qui est pour moi, qui a été un rôle modèle, je sais que c'est une question pour plus tard, mais qui s'appelle Lucille Woodward et qui est sur les réseaux sociaux, qui développe des programmes de sport et alimentation. Et en faisant le lien entre faire plus de sport, du coup ça donne envie de mieux manger, c'est souvent un espèce de cercle vertueux qu'on a. J'ai commencé à cuisiner des petites choses avec des petites recettes et très vite à plus avoir envie de manger, même si ça m'arrive évidemment, mais des plats préparés, ce que je faisais énormément jusqu'à cet âge-là. Après dans tes questions, c'est comment on travaillait ensemble. Bah, Paola et moi, on s'est rencontrés dans un incubateur et on a tout de suite vu qu'on avait des intérêts communs sur évidemment le bien manger, l'alimentation, le féminisme et l'écologie et bah, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Elle était plus sur des ateliers pratiques et moi des consultations théoriques et très naturellement, on a commencé à construire des idées d'ateliers qu'on a testées autant avec des femmes dans le comment dire? Pas dans le privé, mais des ateliers publics, on va dire et en entreprise. Et c'est des moments qui marchent très bien parce que sur la santé des femmes, on en parlera peut-être, après, mais on est ça se développe beaucoup, mais on est aussi beaucoup dans le partage, dans l'échange de conseils, de recos, de «Tu as vu, tu connais des médecins, qui sont bien sur ces sujets-là», «Toi, tu as testé quoi pour soulager tel symptôme?» et cetera. Et dans ces ateliers, c'est aussi ce moment de sororité et d'échange où on peut se dire: «Ah bah, toi aussi, tu vis la même chose que moi, en fait, je suis pas toute seule». Et se filer des tuyaux un peu là-dessus. Et après, en entreprise, on n'est pas forcément sur les sujets de santé des femmes, même si on développe aussi une offre là-dessus. Et là, bah, c'est plus des moments pareil, de partage. Les gens aiment beaucoup en plus parce qu'ils ont aussi ils ont appris plein de nouvelles choses et ils aiment bien les partager aussi et d'autres ne connaissent pas. Donc, ça permet de transmettre en fait des connaissances qu'on a un peu chacun et de repartir avec plein d'infos, autant sur quoi apporter, enfin comment cuisiner chez nous, mais aussi sur des conseils plus alimentation santé qu'ils n'avaient pas forcément avant ces ateliers. Et après, bah, je vais peut-être laisser Paola reprendre, mais elle développera plus que moi, mais une alimentation saine et durable, pour moi, c'est une alimentation équilibrée avec un maximum de produits vrais, donc bruts, de produits végétaux, parce qu'on consomme beaucoup de produits animaux et moi, je crois qu'il en faut dans notre alimentation, mais pas à ce point-là. Et varier au maximum pour réussir à apporter tout ce dont on a besoin pour que notre organisme fonctionne. On s'est beaucoup éloigné de l'intérêt de manger et c'est vrai que c'est convivial et des moments de plaisir, mais à la base, c'est aussi fait pour que le corps puisse fonctionner. Et beaucoup de gens ne font pas ce lien-là, hein, entre se nourrir pour fonctionner chaque jour, quoi. Et allier avec de l'alimentation durable, c'est un travail supplémentaire, mais qui peut se faire tout à fait. Parce que parfois, sur des produits bons pour le corps, je sais que moi, j'ai des réflexes parfois qui sont pas sur des produits bons pour l'environnement. Et donc, il faut faire ce travail aussi de se dire, ben, qu'est-ce qui fait que ça va pas non plus impacter trop négativement la planète, mais tout de même me faire du bien. Et c'est là que les aliments végétaux sont très, très pertinents. Alors, bah, je vais reprendre le début de la question. Moi, mon cheminement. Alors, tu disais, Estelle, qu'effectivement, moi, j'ai commencé à cuisiner assez tôt. En fait, je viens d'une famille, bah, du coup, pour le coup, italienne, moi. Donc, manger, c'était aussi très important et cuisiner, pareil. Donc, j'ai été baignée là-dedans assez tôt et pour le coup, bah, j'aimais bien ça. Donc, j'ai commencé à cuisiner quand j'étais adolescente. J'ai commencé par la pâtisserie, comme beaucoup de gens, ce qui est étonnant puisque maintenant, j'en fais quasiment plus. Mais voilà, c'est ça qui m'a lancée. Et puis, j'ai aussi cuisiné avec ma grand-mère qui m'a appris à faire les pâtes à la main, etc. Donc, voilà, c'est vrai que c'est ma culture culinaire. Et puis, bah, moi, j'ai été aussi très tôt indépendante puisque je suis partie de chez moi à 17 ans. Et donc, j'ai dû me prendre en charge. Mais comme j'avais cette culture culinaire que j'avais pas envie de laisser, finalement, j'ai tout de suite cuisiné. Donc,
Et j'ai connu aussi les contraintes en tant qu'étudiante, voilà, d'être dans des petits espaces, de pas avoir beaucoup de budget, mais j'ai tout de suite développé une cuisine du coup assez végétale pour des raisons plutôt pratiques et de budget. Et donc, j'avais toujours mangé des légumes, j'étais toujours attentive à la saisonnalité, mais c'est vrai que ça a été, enfin, j'ai continué à faire ça en tant qu'étudiante. En revanche, j'avais pas forcément d'approche non plus très définie sur la santé ou sur l'écologie. Et ça, c'est venu assez récemment. Donc, je dirais plutôt depuis les 5-6 dernières années, là où j'ai commencé à me poser des questions et puis à aller vers l'entrepreneuriat et à lancer mon activité. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, où je voulais aussi avoir un impact et contribuer à la transition écologique. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment plus réfléchi à qu'est-ce que ça voulait dire une alimentation durable, en quoi en fait l'alimentation c'était une grosse source comment dire, d'impact environnemental, comment on pouvait faire pour réduire tout ça. Et donc, de plus en plus, j'ai réfléchi à mon alimentation et j'ai conscientisé des choses que je faisais déjà. Mais voilà, je les ai conscientisées autour de la saisonnalité, du végétal, de la réduction des produits animaux, etc. Ce que disait aussi Stéphanie. Et puis, mais ça, je pense que j'ai d'abord eu moi une clé d'entrée écologie. Et puis, le côté santé, il est venu bien après. Et il est venu aussi notamment avec Stéphanie, qui m'a permis de plus comprendre justement l'impact de ce que je mangeais sur ma santé et notamment l'impact que j'avais pas du tout, mais pas du tout en tête. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à notre projet, l'impact de notre alimentation sur notre santé en tant que femme et sur nos cycles, sur notre équilibre hormonal, etc. Et ça, pour moi, ça a été une découverte énorme que franchement, j'avais jamais eu cette idée en tête. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être intéressées par ce qu'on propose parce que c'est un sujet qui est méconnu, qui aujourd'hui commence effectivement à se développer, à se faire entendre avec tous ces sujets autour des femmes qui émergent. Mais moi, en tout cas, c'était une vraie révélation. Voilà. Donc ça, c'est pour mon cheminement. Et puis, comme l'a dit Stéphanie, je vais peut-être pas trop en redire, mais la manière qu'on a de travailler ensemble, c'est vraiment d'être dans un échange entre théorie et pratique. Et c'est un échange où chacune rebondit. Voilà, parfois, on peut avoir une clé d'entrée, comment dire ça, plutôt théorique ou c'est plutôt à partir de ce que va me dire Stéphanie qu'on va réfléchir, mais parfois on peut très bien aussi avoir quelque chose, une clé d'entrée très pratique. En fait, c'est chacune aussi au quotidien, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, les personnes qu'on rencontre, qui enfin, on peut avoir des idées qui nous viennent et on s'en parle. Et puis comme ça nous permet aussi d'avancer sur des thématiques en fonction de ce qu'on entend. En général, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que Stéphanie va plutôt avoir les recos en termes d'aliments, de manière de manger, voilà, ce qu'il faut privilégier, réduire, etc. Et moi, je vais traduire ça en recettes parce que, comme l'a dit Stéphanie, enfin, nous, on est convaincus que pour les personnes, il suffit pas de savoir, mais il faut aussi savoir faire. Et c'est ça qui est bloquant, en fait, souvent, quand on veut mettre en place des nouvelles habitudes. Donc, moi, je suis vraiment dans cette posture de la personne qui va recevoir une reco de Stéphanie et se dire comment je vais faire pour la mettre en place. Et donc, moi, j'essaye de décliner avec des idées recettes, des manières de faire, des astuces, etc. Donc, ça, c'est vraiment notre manière de travailler ensemble. Et pour terminer sur qu'est-ce que c'est une alimentation saine et durable, je rejoins déjà ce qu'a dit Stéphanie. Et moi, quand je réfléchis à cette question et à comment y répondre, alors déjà de manière très synthétique, je dirais que c'est une alimentation qui nous offre ce dont on a besoin pour bien vivre, tout en respectant l'ensemble du vivant. Donc effectivement, je rejoins ce que tu disais Stéphanie sur le fait en fait, on mange aussi pour fonctionner. Donc c'est ça pour moi le bien vivre. Et le bien vivre, c'est bien fonctionner physiquement, mais aussi dans sa tête. Donc en fait, c'est vraiment aussi une question de santé mentale, de bien manger. Et en respectant l'ensemble du vivant. Et ça, en fait, c'est là où on ramène à l'écologie. En respectant l'ensemble du vivant, c'est en respectant déjà soi-même, hein, en prenant soin de soi, en respectant les ressources de l'environnement, en respectant les autres animaux
Et donc intervient là toute la question autour de privilégier le végétal, être beaucoup plus raisonné sur la consommation de produits animaux et aller vers une consommation de vraiment de meilleure qualité et respecter les hommes et les femmes, donc respecter les personnes qui produisent cette alimentation. Et c'est là où on est vraiment sur une alimentation qui a un sens, qui est de meilleure qualité et qui n'est pas uniquement une marchandise qu'on ingère, mais vraiment quelque chose qui nous fait du bien, qui a un sens et qui nous positionne en fait dans ce vivant. Voilà, je suis peut-être un peu partie dans des, dans des concepts, mais pour moi, c'est vraiment ça. L'alimentation saine et durable. Et du coup, ça se traduit comment? Bah, c'est ce que tu disais, Stéphanie, c'est plus de végétal, plus de fait maison et des produits qui sont de meilleure qualité parce que ils respectent les cycles naturels, ils ont été bien produits par des hommes et des femmes qui sont aussi bien rémunérés. Et puis, peut-être juste dernier point, pour moi, l'alimentation saine et durable, c'est aussi une alimentation qui respecte notre identité, en fait, qui dit aussi qui on est. Donc, ça rejoint la notion de santé mentale, mais aussi finalement d'identité culturelle et sociale. Se rappeler que finalement, on mange aussi pour s'exprimer en tant qu'être humain. Les plats préparés, les choses qu'on avale un peu comme ça, sans trop savoir d'où ça vient, sans les avoir vraiment cuisinées, bah, en fait, ça dit pas grand-chose de notre identité ou en tout cas, ça dit pas des choses très positives. Et c'est en ça que cuisiner, c'est aussi retrouver ce lien envers notre identité profonde, d'homme et de femme. Ça me fait penser ce que tu dis, c'est hyper intéressant sur, je trouve qu'on s'est tellement éloigné de pas de l'alimentation, mais de d'où viennent nos produits, ce qu'on consomme. On n'a tellement pas conscience de ce qu'il y a dans notre assiette et de ce qui est sain ou pas sain entre, une tomate, magnifiquement rouge, ronde, et qui a l'air, moelleux enfin, ferme et comme il faut quand tu la touches et une qui a une autre couleur, mais qui en fait est pas pleine, de pesticides et qui est de saison, plus certainement plus goûtue en fait finalement au goût, mais sur un étalage, tu as plus envie d'aller vers celle qui est rouge parce qu'on a été complètement déformés là-dessus. C'est, essayer aussi d'arrêter de se voiler la face et de se renseigner et de comprendre tout ce qu'il y a dans ce qu'on mange et le fait qu'un paquet d'un plat, pas d'un plat, mais heu, d'un paquet de riz, normal, enfin normal, c'est pas le terme, bio ou pas bio en tout cas, n'apportera pas la même chose à l'organisme et ça, je vois vraiment même, mon conjoint qui est hyper, qui lui cuisine pour le coup beaucoup et qui a passé beaucoup de enfin, qui a beaucoup évolué avec moi sur le bio et cetera, parfois, oublie, que, bah, en fait, c'est pas la même chose et on est on ouais, je sais j'arrive pas très bien à exprimer ce que je veux dire, mais je trouve qu'on voit pas on n'a pas suffisamment conscience du chemin qu'a pris tout ce qu'on a dans notre assiette pour arriver dans notre assiette et ce qui est bon ou pas bon est nocif et pour notre corps et pour l'environnement et il y a encore énormément de choses qu'on consomme qui sont hyper toxiques et quand on le voit, on a l'impression que c'est hyper goûtu, bon et on fait pas ce lien, et c'est aussi pour tout ce qui est, tout ce qu'on utilise pour cuisiner, les poêles encore, vendus et achetés. J'en ai vu là sur, le marché à côté de chez moi marqué, saine, parce qu'on n'utilise pas d'huile pour, cuisiner dessus, parce qu'elles collent pas, parce qu'elles sont anti-adhésives. Alors que en fait, ce qui est mis comme produit pour que ce soit anti-adhésif est ultra toxique et qu'une huile, végétale, saine, consommée, enfin le bon gras comme ça n'a rien de toxique, si c'est une bonne huile consommée sans excès et cetera et on détourne complètement le sujet. Bon, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça, et c'est tout ce truc d'être plus en conscience et de voir, bah, pareil, les animaux ou d'où ils viennent et tout le chemin qu'ils ont fait jusqu'à arriver dans notre assiette, et tout le reste des aliments qu'on consomme versus des plats préparés, qui parfois sont pas, si mauvais. Il y a des initiatives qui sont intéressantes. Moi, j'ai quelques produits chez moi qui sont pratiques par moment. Le surgelé, c'est aussi pratique, quand c'est brut, par moment, mais pas, 100 de notre quotidien avec des trucs, tout faits qui sont
avec plein d'additifs. Pareil, je termine juste là-dessus, pardon. Je regardais hier un petit reportage sur les laits végétaux aussi et tout ce qu'ils contiennent. Alors moi, je suis pour, consommer moins de produits laitiers pour plein de raisons, heu, mais il faut faire attention aux produits végétaux qu'on consomme aussi, au lait, aux boissons végétales qui sont aussi parfois pleines d'additifs, et pas forcément intéressantes, nutritivement, également. Mmh. Oui, j'entends complètement ce que vous voulez dire, dans le sens où il faut retrouver le pouvoir de notre alimentation par le savoir, par la connaissance de ce qui est la réalité et qu'on a tendance à fermer les yeux parce que ça nous arrive, bah, «tout cru» entre guillemets, dans les mains, sans qu'on se pose de questions. Donc c'est développer un vrai esprit critique et sur, cette branche-là, avant qu'on passe à la conclusion de l'épisode, j'avoue que j'avais très envie de vous poser la question sur, bah, la santé des femmes et notamment en quoi, du coup, l'alimentation est bénéfique pour, bah, du coup, notre cycle menstruel et également pour des femmes qui ont, par exemple, de la ménopause, de l'endométriose, du SOPK, bah, quels sont, les bénéfices de ça? En quoi ça peut réduire les douleurs? Et voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant, de creuser ce sujet. Ouais, alors je vais essayer d'être synthétique, mais tu prends le ça on démarre du bon, postulat, enfin du bon sujet qui est de le vraiment ce qui m'anime moi, c'est le savoir, c'est le pouvoir et beaucoup de femmes ne sont pas informées sur, leur santé, le fonctionnement de leur corps et ce qu'elles utilisent au quotidien pour, le faire fonctionner ou, enfin voilà, je vais développer mais tout ça pour dire que moi, par exemple, en consultation, j'ai des clientes, quand je leur demande comment se passe leur cycle, elles me parlent de leurs règles parce qu'elles ont pas conscience que leur cycle, c'est tout ce qui se passe autour et c'est pas que les règles et cette partie du cycle qui est visible, plus clairement et ça, je me dis que c'est quand même, vraiment un point, à développer, chez nos enfants, filles comme garçons, de comprendre le cycle dans sa globalité et que le cycle menstruel, c'est pas que les règles, mais c'est tout ce qui se passe autour. Que les cycles aussi, c'est pas uniquement, la fertilité, mais c'est aussi, la physiologie du corps est nécessaire pour, que notre corps fonctionne, à plein de niveaux, pas uniquement pour faire des enfants. Au sujet de la santé des femmes, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Les femmes, la réalité, c'est qu'elles ont peu de temps pour prendre soin d'elles parce qu'elles sont dans le care des autres, qu'elles s'occupent, beaucoup plus, des autres que de leur corps et du coup, les diagnostics, par ailleurs, sont très longs aussi, parce que, la médecine met du temps à se développer sur des sujets de santé féminine. Les parcours sont longs, il faut prendre plein de rendez-vous, il faut, avoir des contre, avis et cetera. Enfin, moi, par exemple, j'ai une endométriose et je l'ai appris à 28 ans parce que, j'en ai parlé, à ma gynéco alors que j'avais des problèmes, j'avais des douleurs menstruelles depuis très longtemps, qui m'a envoyée vers, un centre d'échographie qui n'était pas spécialisé et qui m'a dit qu'il ne voyait rien, sans pouvoir dire: «Ben, en fait, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas formée sur cette pathologie qui est très difficile à dépister, aller dans un centre». Donc c'est moi qui ai poussé grâce à des copines qui étaient dépistées, qui connaissaient un centre, hyper spécialisé, qui là, bah, ont vu l'endométriose en 2 secondes et en fait, si j'avais pas pris ce temps, si j'avais pas ce luxe et cette, ce luxe de prendre ce temps-là, ben, ce privilège, voilà, c'est ce que je cherchais, ben, j'aurais peut-être pas encore été dépistée aujourd'hui. Donc il y a plein de trucs, il y a la femtech qui se développe, un marché de compléments qui se développe, des appareils, des soins et tout, c'est super, mais justement, il y a ce sujet de privilège. Je me dis quand même que tout ça est accessible qu'à des personnes qui peuvent prendre le temps de s'en occuper et qui ont les moyens aussi. Et qui ont la connaissance de savoir ce qui existe et comment, aller chercher l'information. Il y a quand même de plus en plus de choses qui sont prises en charge. Moi, j'ai un sujet de pollakiurie, c'est, l'envie fréquente d'uriner et j'ai été, assez surprise de voir les appareils qui étaient pris en charge par la sécu, et que j'ai pu tester, alors que j'en avais pas beaucoup entendu parler. Enfin, c'est des sujets qu'il faut vraiment creuser, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se développent. Il y a aussi des entreprises qui développent des,
abonnements bien-être, où on peut payer, mensuellement un abonnement et on a la prise en charge de nos cours de yoga, de nos culottes menstruelles, de nos compléments, de, thérapies qui sont pas forcément, dans le parcours, santé. Ouais, il y a une entreprise qui s'appelle Elsie dont je suis, experte labellisée qui a développé ça. Donc pareil, il faut avoir le budget, mais c'est quand même des initiatives intéressantes. Paola t'en as parlé, mais il y a la santé mentale aussi qui est un énorme sujet, parce que les femmes sont plus sujettes à la dépression et l'anxiété. Donc, il y a aussi tous ces sujets, pas uniquement gynéco, mais aussi, au niveau de la santé mentale. Les perturbateurs endocriniens, j'en ai parlé et un aspect quand même positif, que je vois dans la santé des femmes, c'est le développement de la médecine intégrative et le parcours de soins où en fait, on va intégrer des soins, de santé conventionnels, on va dire, des médecins, des psys, et des thérapies complémentaires, le yoga, la sophro, l'acupuncture et moi, je crois beaucoup en ça pour la santé féminine parce que beaucoup de pathologies, que tu as citées, l'endométriose et le SOPK notamment, ne sont pas, on peut pas en guérir aujourd'hui. Mais avec tous ces outils et la médecine, conventionnelle et les thérapies complémentaires, dont, le yoga pour moi en fait une partie intégrante par exemple, on peut soulager les symptômes et permettre de vivre, mieux et en fait, c'est ça le plus important, c'est juste de au quotidien, se sentir mieux dans son corps et avoir, le moins de douleurs possible. Et après tu parlais de comment l'alimentation peut aider pour, certains états de santé. Alors je voudrais juste préciser que la ménopause, c'est pas une maladie, enfin tu la cites, mais c'est un état physiologique du corps où, qu'on a, à partir d'un certain âge. Hem L'alimentation, elle a un énorme lien, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alimentation, elle est nécessaire pour que notre corps fonctionne. Quand on est sous-alimenté, souvent on voit qu'on n'a plus de cycle, par exemple, parce que le corps se met en mode survie et que c'est pas prioritaire. Et c'est par là qu'elle a toute sa place pour, des pathologies comme l'endométriose ou le SOPK. L'endométriose, c'est une maladie qui est inflammatoire, ce qui fait qu'à chaque cycle, les tissus qui font qu'on a de l'endométriose, c'est des tissus qui sont similaires à la muqueuse utérine et qui vont se placer à différents endroits, du corps au-delà de l'utérus, vont, créer de l'inflammation qui va créer des douleurs et des adhérences, entre les organes parfois et donc avoir là, je fais un lien rapide pour qu'on comprenne, mais avoir une alimentation anti-inflammatoire va limiter cet état d'inflammation du corps et permettre que, on ait moins de douleurs et moins de symptômes. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est, limiter le gluten qui aujourd'hui fait partie des aliments qui ont été énormément transformés, qui sont plus, c'est plus pareil. Enfin, le blé a beaucoup changé, ces dernières, centaines d'années, et aujourd'hui, on retrouve du gluten, donc c'est de l'extrait du blé, dans certains aliments, notamment transformés. Donc on va consommer du gluten en 5 formes dans un seul, dans une baguette. Bon, j'exagère là, mais dans un plat transformé et ça, c'est en ça que c'est nocif. Donc il faut pas forcément, c'est pas forcément en étant intolérant au gluten qu'il faut le limiter. C'est intéressant pour tout le monde et notamment quand on a une maladie inflammatoire comme l'endométriose. Limiter les sucres raffinés, donc blancs, les produits laitiers aussi qui sont inflammatoires, l'alimentation transformée parce qu'elle comprend beaucoup de ces aliments-là, les graisses saturées et au contraire manger plus d'oméga 3 qui sont des bons gras, des oméga 9 également, je pense à les oméga 9, c'est l'huile d'olive et les oméga 3, tout ce qui est huile de lin, huile de cameline, c'est aussi dans les produits animaux qui sont riches en oméga 3 parce que, bien élevés et nourris avec des graines de lin et pas, des tourteaux de soja. Et consommer des légumes et des fruits. Alors, le problème, c'est que l'endométriose, c'est une pathologie avec énormément de symptômes. Chaque endométriose presque est unique et donc il y a des femmes qui ont des problèmes digestifs importants. Donc, légumes et fruits, oui, si on peut les tolérer. Parfois crus, c'est pas gérable. Enfin voilà, donc c'est à adapter à chacune. Euh, Consommer des épices et aussi avoir des cuissons douces où on va garder un maximum de nutriments et limiter, tout ce qui va être très grillé, très, noir, enfin qui peut aussi, être nocif.
Ça, c'est pour l'endométriose. Le SOPK, c'est donc le syndrome des ovaires polykystiques. C'est lié à un dérèglement hormonal, donc je vais aller très vite. En gros, c'est pas des kystes, juste pour le préciser, c'est des follicules qui sont perturbés et qui vont mal maturer dans les ovaires et qui vont, s'accumuler, se transformer en un genre de kyste. Mais c'est pas un kyste, exactement. Et du coup, on a cette production excessive d'hormones androgènes, qui va créer ce problème-là et c'est diagnostiqué, selon, il faut avoir 2 de 3 critères, cet excès de follicules dont je viens de parler, un problème d'ovulation avec des cycles totalement irréguliers ou absents et l'hyperandrogénie clinique qui est, la pilosité, l'acné, ou qui peut être vue par une prise de sang. Mais il y a des femmes qui ont pas un des critères et les 2 autres et qui a quand même un SOPK. Donc c'est pareil, une maladie avec beaucoup de symptômes et de cliniques, variées. Et là, l'axe principal de l'alimentation, c'est de limiter les pics de glycémie parce que trop de glycémie, ça fait une grosse sensibilité à l'insuline et ça va augmenter les androgènes et donc ce cercle vicieux d'excès d'androgènes. Donc manger, à index glycémique bas, ça veut dire, moins de pics de glycémie, moins de pain blanc, pâtes blanches consommées seules, associé à plus de protéines, plus de bons gras pour limiter ces pics de glycémie et à plus de fibres, dont les légumes, notamment. Hem, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est un peu long. La ménopause, bon, j'en ai déjà parlé, mais en gros, c'est juste, limiter surtout les carences, micro et macronutritionnelles parce qu'avec l'âge, on peut parfois moins manger et avoir ces carences-là qui vont accentuer les symptômes, de la ménopause, pardon. C'était très complet, très varié, tout ce que tu nous as dit. Oui. Je sais pas si toi, Paola, tu vas rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit ou ça te semble bien? Non, je pense que sur la santé des femmes, Stéphanie a fait le tour. Bah, trop bien. Bah, en tout cas, oui, c'était un échange, bah, toute la conversation était hyper intéressante, hyper enrichissante avec plein de conseils et cetera. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rebondir puisque sinon, l'épisode serait encore plus long parce que là, il faut qu'on passe à la conclusion de l'épisode. Donc quel serait votre mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Vas-y, Paola. Allez, en quelques secondes. Non, bah, moi j'aimerais bien, juste, peut-être, resynthétiser je pense que ce qui est important, c'est de bien avoir en tête, que manger, c'est, prendre soin de soi et que c'est aussi, un moyen pour rebondir peut-être sur ce que tu disais Stéphanie, de reprendre la main, sur, sa santé, sur son corps et sur ses choix. Et là, je ferai le lien avec ce que j'ai dit plus tôt au début. Finalement, aujourd'hui, en tant que femme, on est encore beaucoup soumis à beaucoup d'injonctions. On n'est pas complètement libre. Et finalement, manger, ça fait aussi partie des choses qui ont un sens pour prendre notre liberté en tant que femme. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire prendre soin de soi, mais ça veut dire aussi affirmer que on peut être gourmande. Je rebondis là-dessus parce que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une idée qui est développée dans le livre Mangeuse de Lorraine Melka, qui est très bien aussi. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça illustre vraiment toutes les injonctions qu'on a en tant que femme. Et donc voilà, manger aujourd'hui, ça peut être gourmande si on le veut, mais aussi être consciente en fait de ce dont on a besoin, être consciente que notre alimentation, elle peut nous apporter le nécessaire pour être en bonne santé. Et c'est aussi, ben, finalement, embarquer les hommes dans la cuisine, déléguer cette charge mentale, ne pas être que une personne qui doit gérer le foyer. Ça peut aussi être de dire qu'on n'a pas envie de cuisiner ou pas tout le temps ou pas seul. Donc voilà, enfin, je peux pas tout dire parce que en fait c'est juste énorme la variété et l'ampleur de ce que veut dire manger et cuisiner en tant que femme et tout ce que ça revêt en termes de sens, d'obligation, de complexité sur notre corps et sur nos choix. Mais je pense que c'est vraiment peut-être effectivement mon mot de la fin, de se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait quand on mange
et quand on mange en tant que femme. Voilà, je terminerai là-dessus. Très, très belle conclusion. C'est dur de rajouter quelque chose parce que c'était si intelligent, si vrai. Non, mais tu as raison, reparler c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'épisode, mais reparler du corps des femmes, en fait, et du jugement qu'on peut avoir dans notre société sur ce qu'on mange et pourquoi on le mange et pourquoi notre corps, ensuite, il est comme ci ou comme ça parce qu'on est gourmande, parce que, je pense notamment, au poids des femmes et le fait qu'on juge dès qu'on a des kilos de trop, tout ce qu'il faut perdre vite, après avoir eu un enfant, et en fait, c'est aussi pour ça que l'alimentation, c'est féministe parce qu'en fait, juste, reprendre le pouvoir et décider de comment on va s'alimenter et comprendre aussi que on peut s'alimenter hyper sainement, mais avoir des problèmes de poids pour plein d'autres raisons, que ce soit un problème de manque de pas arriver à prendre du poids, parce que ça existe aussi, des femmes qui n'arrivent pas à prendre du poids et en fait, juste foutre la paix aux femmes et les laisser, décider et ne pas juger leur corps. Je vous rejoins toutes les 2. C'est très, très beau tout ce que vous avez dit. Merci du partage. Et donc, à la suite de mes questions, il y a qui sont vos rôles modèles? De ce que j'avais entendu, pour toi, Stéphanie, c'était Lucille Woodward, je sais pas si je prononce bien. Ouais, du coup, j'ai déjà parlé d'elle, mais j'en parle parce que même si aujourd'hui, je la suis un peu moins, je trouve qu'elle a eu une énorme place, pour les femmes. Beaucoup en tout cas dans ce que je voyais dans sa communauté de femmes, qui s'occupaient d'un foyer de femmes, des mamans, qui disaient ne pas avoir le temps de prendre du temps pour faire du sport, pour mieux manger, qui avaient envie de mieux manger sans faire de régime et qu'elles n'arrivaient pas à embarquer leur famille et donc comme c'est elles qui cuisinent, elles avaient pas envie de cuisiner 2 fois pour elles et pour les autres parce que, leurs maris, leurs enfants voulaient pas. Là, je suis sur un truc très, genré, hétéro, mais bon, c'était vraiment ça ce que je voyais dans sa communauté et elle transforme ça et aujourd'hui elle s'axe sur les sujets aussi des femmes de plus de 45 ans et du fait qu'on peut, transformer sa vie, qu'elle soit plus saine et plus sportive à partir d'un certain âge et qu'il est jamais trop tard et elle m'a vraiment, j'ai vraiment eu un déclic, en la suivant et en suivant ses programmes, il y a maintenant 10 ans et donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui agit beaucoup pour les femmes, aujourd'hui. Mmh. C'est vrai qu'elle a l'air très inspirante et je sais que toi, Paola, tu avais évoqué Esther Alpagnani. Alors, ouais, c'est Estherelle Estherelle. Payani. Alors je dirais pas que c'est un rôle modèle. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à identifier toujours des rôles modèles comme ça qui m'inspirent. C'est plutôt, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant que je suis enfin que j'ai cette activité, que je suis dans cet univers de la cuisine et de l'alimentation, autour de moi, je vois vraiment beaucoup de femmes qui font plein de choses hyper intéressantes, que ce soit plutôt sur la partie cuisine, sur la partie santé, sur justement la partie journalisme et mettre en valeur, raconter les histoires, etc. Je trouve que c'est un univers qui est peuplé de femmes et c'est pour ça que c'est tellement frustrant de se dire qu'on ne voit que les hommes quand on ne s'y intéresse pas, parce que vraiment des femmes qui font des choses autour de la cuisine et de l'alimentation avec le souci de prendre soin des autres, il y en a énormément. Donc en tout cas, oui, pour répondre, la personne, donc c'est Estherelle Payani, qui est donc critique culinaire et journaliste. Et je voulais juste évoquer effectivement le livre Mangeuse, qui m'a pas mal inspiré là assez récemment, dans ce que j'ai dit aussi aujourd'hui. Et il y a aussi Stexisme donc de Nora Boisouni, qui a écrit pas mal de choses sur la question des femmes et de l'alimentation. Voilà, si des personnes veulent creuser ce sujet. OK, hyper marrant. Ouais, moi aussi, stéquisme, c'est marrant comme nom. Stexisme, Sextisme, encore mieux. et qui justement parle beaucoup du lien entre des rôles qui nous sont assignés. Je crois que son sous-titre c'est En sortir avec le mythe de la végétarienne et du viandard. Voilà. OK, hyper intéressant. Et toi, est-ce que Stéphanie, tu as d'autres ressources à ajouter? Et sinon, je passerai aux 2 dernières questions.
Je pense que celles de Paola, elles sont hyper pertinentes par rapport à ce dont on se parle et je vais juste compléter, c'est pas lié, à l'alimentation, mais le Kiffe ton cycle, qui est un programme, hyper intéressant créé par Gaëlle Baldassari sur, les problèmes de cycle et SOPK, endométriose. Enfin, il y a beaucoup de ressources sur son site. Elle fait des formations dans les écoles et cetera. Et ouais, c'est une super ressource, je trouve, rien que son TED pour comprendre comment fonctionne un cycle devrait déjà être écouté par tout le monde. Voilà. Ça me donne envie d'aller l'écouter moi aussi. Et du coup, il me reste 2 dernières questions. Que signifie le terme féminisme pour vous et qui aimeriez-vous voir au micro de Matrimoine féministe? Alors qui j'aimerais voir? En fait, ce que je trouve super dans ton podcast, c'est qu'on voit pas les mêmes personnes qui tournent dans, beaucoup de podcasts. Donc j'ai envie de dire que j'ai envie de voir quelqu'un que je ne connais pas, parce que c'est assez intéressant de voir justement, comme dit Paola, toutes ces initiatives, de femmes, et je trouve parfois il y a un milieu un peu, fermé des mêmes, femmes qui sont entendues. Donc voilà, j'aimerais être surprise, on va dire. Et qu'est-ce que signifie le terme féministe pour moi? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais je dirais que, pour moi, personnellement, le féminisme, c'est je souhaite agir dans notre société pour que les femmes prennent la place qu'elles méritent et une place à 50-50, avec celle des hommes qui, aujourd'hui, en prennent beaucoup trop, encore aujourd'hui, encore en France et je n'ai pas peur de le dire. Tout simplement, 50-50, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses positives à apporter et qu'on n'est pas assez entendus et voilà. Alors j'y vais. Donc le féminisme pour moi, c'est vrai que j'avais pas réfléchi, je crois que j'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, comme ça. Mais je pense que je dirais que le féminisme, c'est, prendre conscience de la réalité, du rapport entre, les hommes et les femmes, et de la place qu'ont les femmes dans notre société aujourd'hui. Je pense que c'est déjà ça, ouvrir les yeux sur la réalité et du coup ensuite en tirer des enseignements et adapter sa manière de penser, sa manière de faire en fonction. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un des points majeurs, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux et qu'on veut pas. Enfin, beaucoup de détracteurs des féministes aujourd'hui, en fait, nient la réalité pour moi. Donc je pense que c'est ça, être féministe, c'est ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des féministes femmes et hommes, bien sûr. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça le féminisme. Et qui j'aimerais voir, c'est pareil, en fait j'aurais du mal à choisir, mais alors je sais pas si elles sont. Je connais pas toute ta liste d'invités, donc peut-être que je vais tomber sur des personnes qui sont déjà passées. Mais moi je suis très impressionnée aujourd'hui par beaucoup de femmes en fait que je vois aussi plutôt sur les réseaux et qui s'engagent. De manière très très comment dire exposée, notamment alors en politique, mais pas en politique telle on l'entend, mais vraiment en activisme pour faire passer des idées, convaincre, agir au quotidien. Et je pense notamment par exemple à Blanche Sabat, je sais pas si elle est déjà passée par chez toi, mais typiquement oui. J'aurais aimé, mais malheureusement, Ah, elle était pas disponible, trop de ah ouais, projets. ouais. Voilà, mais en tout cas, typiquement, c'est ce genre de personne en fait que je trouve hyper inspirante. Mais je rejoins Stéphanie sur le fait que il y a aussi voilà beaucoup de gens qu'on connaît pas. Et je pense que c'est aussi ça le féminisme, c'est sortir. euh, je vais peut-être aller trop loin, mais c'est sortir aussi de notre cadre dominant, qui est un cadre où finalement on ne voit qu'une toute petite partie des gens, qu'une certaine forme de réussite, une certaine forme de visibilité, alors que en fait, je pense que dans le monde aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chacun, chacune puisse prendre sa place, sans forcément devenir Elon Musk, quoi, et devenir Surtout quelqu'un. pas. Surtout pas, voilà. Mais c'est vraiment cette notion de, on peut faire aussi, parce que c'est aussi très bridant, c'est une grosse injonction aussi quand on est dans l'entrepreneuriat, et quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, c'est cette notion de réussite, voilà, avec une trajectoire.
qui doit aller vers les étoiles, alors qu'en fait les étoiles c'est peut-être juste faire bien quelque chose au quotidien avec les personnes dont on peut s'occuper. Et voilà, donc les initiatives elles sont bien à toutes les échelles. C'est un peu ça que je voudrais dire. En tout cas, ce sont de très belles définitions que vous nous avez dites. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut ouvrir les yeux au monde. Je pense que déjà les gens qui vont écouter ce podcast vont être ouverts un peu plus sur l'alimentation et j'espère que ça va leur donner envie de creuser tout ça. Et du coup, il faut s'inspirer des parcours des unes et des autres pour pouvoir avancer et avoir un monde qui nous ressemble. Du coup, merci beaucoup Paola et Stéphanie pour votre temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!